L'Afrique réclame plus que jamais sa place dans la gouvernance mondiale. Dans un contexte de recomposition géopolitique, le continent ne veut plus être un simple participant, mais bien un acteur à part entière, capable d'influencer les grandes orientations économiques, politiques et diplomatiques de la planète. Cette ambition interpelle les grandes puissances, en particulier les États-Unis, dont la relation avec l'Afrique semble entrer dans une nouvelle ère entre coopération, compétition et repositionnement stratégique. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Carmen Févillier, toujours ravie de vous retrouver. Ce soir, je reçois Malcolm Biga, analyste spécialiste des États-Unis, pour décrypter les enjeux et les perspectives de cette Afrique qui entend désormais peser sur la scène mondiale. Bonsoir, Biga. Bonsoir, Malcolm Carmen. Biga. Et merci. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes un habitué du plateau déjà. C'est ça, je suis déjà venu une première fois en septembre. Le 11 septembre, et on a parlé des États-Unis et du Congo, mais cette fois on va balayer, on va aller sur toute l'Afrique. Cher Malcolm, alors comme je l'ai dit, nous sommes heureux de vous retrouver ici. Et donc, 80 ans de l'ONU, 24 octobre, 80 ans de l'ONU, l'Afrique réclame sa place dans la gouvernance mondiale. Que pensez-vous de cela ? C'est vrai, le mois dernier, l'Organisation des Nations Unies a fêté ses 80 ans, donc 80 ans, 24 octobre 1945, entrant en vigueur de la Charte des Nations Unies. Et le mois dernier, le 24 octobre 2025, on est aujourd'hui à 80 ans. Il s'est déroulé énormément d'événements durant ces 80 décennies. On a eu le développement de l'ONU, la création du Conseil de sécurité le 11 septembre, qui a également chamboulé les rapports de force dans ce même Conseil. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient. Et le conflit au Moyen-Orient. Alors, quel positionnement africain dans cette gouvernance mondiale ? Comment l'Afrique pèse ? Quel est son poids politique, économique et stratégique du continent ? Eh bien, justement, c'est toute la question de ces 80 ans. On voit bien qu'on a créé un système post-Seconde Guerre mondiale qui, aujourd'hui, n'est pas en train de s'essouffler, mais qui bute contre certaines limites. Oui. Le Conseil de sécurité, qui est porté par 5 grandes puissances, n'a pas été élargi depuis 80 ans. On a eu un nombre incalculable de propositions de réforme. La proposition, par exemple, de remplacer la France par l'Union européenne, ou également de rajouter des pays arabophones ou des pays d'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, quand même, l'appel qui est le plus prépondérant, c'est d'ajouter un pays d'Afrique ou une fédération de pays africains au Conseil de sécurité. Alors, c'est une question qu'on se pose souvent. Pourquoi l'Afrique est encore aujourd'hui considérée comme un participant ? À quel moment l'Afrique sera un acteur vraiment prépondérant, un acteur à part entière ? Alors, il y a tout d'abord une question temporelle. On fête les 80 ans de l'ONU. On comprend bien que l'ONU a été créée en 1945 et en 1945, un nombre de pays africains n'avaient même pas encore acquis leur indépendance. Donc, pendant les 15 premières années de l'ONU, on a eu quand même une organisation qui n'était pas autant représentative qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, il est tout à fait normal que des pays africains, on peut citer par exemple l'Afrique du Sud ou l'Égypte, demandent une place au Conseil de sécurité, conseil qui n'a pas été réformé en 80 ans. Et les Nations Unies aujourd'hui, telles qu'on les voit, on a quand même une fragmentation entre deux blocs, je pourrais même dire 3 blocs, où on a quand même le bloc américain, le bloc de l'Est, un peu une réminiscence de la guerre froide. Et aujourd'hui, ces blocs non alignés, mais qui sont finalement devenus peut-être même un 3e bloc, un peu un contre-pouvoir. Quand on regarde les BRICS, on voit très bien que finalement c'est une espèce de Conseil de sécurité à part ou une espèce de contre-pouvoir des pays du Sud face aux 2 blocs prépondérants du système global. D'accord. Alors, Afrique, acteur de proposition ou c'est juste un continent qui attend de l'aide internationale? Non, je pense que l'Afrique est acteur de proposition. L'Afrique est acteur de proposition. Vous avez des exemples, par exemple? Bien sûr. Je pense que l'exemple déjà qui peut être donné, c'est que dans les différentes organisations internationales et différentes agences de l'ONU, les pays africains sont représentés. L'Afrique est aujourd'hui le 3e, certains même diraient 4e pôle diplomatique, grâce au Kenya et Nairobi, des agences des Nations Unies. On a le programme pour l'environnement et d'ailleurs il y a eu des rumeurs au début de l'année que l'ONU envisagerait de déménager des agences de l'ONU qui se situent aux États-Unis aujourd'hui et qui iraient vers l'Afrique à partir de 2026. À partir de 2026.
Quelle agence, par exemple? Alors, on a cité trois agences, l'UNPFA, l'UN Femmes, donc UN Women, et l'UNICEF. C'est quand même trois agences assez importantes de l'ONU qui pourraient qui pourraient être déménagées vers le Kenya. Et ça pourrait quand même rehausser on peut dire la tripartition entre New York, Genève et le Kenya et Nairobi, dans un partage finalement de la scène internationale globale. Dans le partage de la scène internationale globale. Alors, je rappelle que l'Afrique réclame toujours la réforme du Conseil de sécurité aux Nations Unies pour l'octroi d'au moins 2 sièges permanents, comme vous l'avez dit. Pourtant, on dit que l'Afrique, pas on dit, mais c'est la vérité, l'Afrique représente 1,4 milliard d'habitants, donc 17% de la population mondiale, et 54 États membres de l'ONU, soit plus d'un quart de l'Assemblée générale, mais elles ne disposent aucun siège au Conseil de sécurité. Alors, est-ce que le 24 octobre de cette année, est-ce que ça va permettre à ce qu'il y ait vraiment un grand bouleversement dans cette quête de l'Afrique? Je pense que ça va être plutôt une réflexion qui doit être vue sur le long terme. C'est vrai qu'au niveau démographique, l'Afrique est en train de dépasser finalement les pays qui sont membres du Conseil de sécurité. Mais comme je l'ai dit, ce Conseil de sécurité a été créé à un moment même où ces pays africains n'avaient pas d'indépendance. On est aujourd'hui en 2025. On voit très bien que des pays comme le Nigeria, sur le plan démographique, dépasse la plupart des pays européens. Et donc, il faut peut-être voir la date du 24 octobre, non pas comme la rupture, mais peut-être comme le glissement. Comme le glissement. Ne voyons pas les Nations Unies à leurs 80 ans, mais plutôt pensons aux Nations Unies à 100 ans, peut-être dans 20 ans. Dans 20 ans, est-ce que les Nations Unies auront élargi le Conseil de sécurité à un pays africain? Et est-ce que l'Égypte, l'Afrique du Sud, ou même le Kenya ou l'Union africaine aura un siège au sein du Conseil? Moi, je dirais même d'ici 2030, est-ce que l'Afrique pourra peser davantage au sein du Conseil de sécurité? Déjà, même à l'horizon 2030, on est beaucoup de pays, premièrement la France, à se poser la question du renouvellement des générations. On va avoir un nombre important, par exemple en France, de générations de boomers à la retraite. En Afrique, ça sera plutôt une explosion de la jeunesse. Et finalement, il faut bien comprendre que dans ce rapport de force et dans ce basculement démographique, l'Afrique doit jouer un rôle plus important, qui est un rôle sur la scène internationale. D'accord. Alors, quelle est la perception de Washington sur le continent africain, de Donald Trump sur le continent? Alors, la perception en fait américaine du continent africain, il faut savoir qu'elle change à chaque président. On a eu un président américain démocrate, Joe Biden, donc le prédécesseur de Donald Trump, qui était davantage tourné vers l'Afrique que l'actuel président. Joe Biden a réalisé une tournée vers la fin de son mandat, une tournée africaine accompagnée de la première dame, Jill Biden, de Kamala Harris, la vice-présidente. Et cette tournée était dans une volonté de renforcer les liens entre l'Afrique et les États-Unis. On a aujourd'hui un président américain, Donald Trump, qui a une vision, on peut même dire différente, voire opposée de celle de son prédécesseur, des travel bans à l'encontre de pays africains. On en parlera. Des travel bans à l'encontre de pays africains. Donald Trump n'a toujours pas réalisé, par exemple, de tournée en Afrique, contrairement à ses prédécesseurs, même prédécesseurs républicains. Et donc, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une certaine rupture entre les deux présidents et dans la politique étrangère africaine de Washington. Et en quoi se situe cette rupture ? Cette rupture, finalement, elle se soucie dans une fin de coopération, si je peux dire, entre l'Afrique et les États-Unis. On a un président américain, finalement, qui pose des droits de douane à l'encontre des pays du monde, mais également à l'encontre de l'Afrique. Un président américain qui, également, impose un travel ban. Aujourd'hui, on est à 25 pays africains. Oui, quelle est donc la suite de ce travel ban ? Et donc, la suite de ce travel ban, finalement, on a atteint un nouveau degré. Aujourd'hui, Donald Trump, pour certains pays africains, demande un mandat. Par exemple, pour des étrangers souhaitant arriver aux États-Unis, on va demander une caution qui est souvent de $100 000 pour que la personne puisse arriver dans les bons termes sur le sol américain. C'est quand même une révolution et une rupture flagrante, on peut dire, du rapport. Est-ce qu'il y aura une réciprocité des Africains ? Alors, pour le moment, on a vu le Tchad,
réaliser une réciprocité dans sa politique migratoire, si je peux dire. Le Tchad a suspendu les visas américains, notamment pour les visiteurs américains arrivant dans le pays, mais ce n'est pas encore une réciprocité globale. Et d'ailleurs, plusieurs analystes considèrent que l'Afrique devrait, en tant qu'acteur global et en tant que fédération d'États, apporter une réponse globale et collective. Une réponse unifiée. C'est ça, unifiée face au via travel l'Union ban. africaine. C'est ça, face au travel ban américain, et non pas apporter des réponses individuelles. On a bien vu l'exemple de l'Europe. L'Union fait la force. C'est ça, l'Union fait la force. On a bien vu l'exemple de l'Union européenne et des droits de douane. Finalement, Donald Trump, un peu dans une stratégie de diviser pour me régner, a apporté des droits de douane différenciés entre les différents pays européens. Et certains pays, finalement, ont préféré faire cavalier seul et défendre leurs propres intérêts. Et c'est comme ça que le président américain gagne, lorsqu'il y a une division au sein des pays qui sont touchés. Évidemment. Alors, est-ce que le président américain soutient réellement la réforme du Conseil de sécurité souhaitée par les Africains? Alors, je pense que le président précédent soutenait la réforme du Conseil de sécurité. On a eu quand même un gage en ayant la participation et même l'accès permanent de l'Union africaine au G20. Il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps pour l'ONU. On est quand même dans une période de trouble avec le conflit au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine. On a un Conseil de sécurité qui est extrêmement divisé entre deux blocs. Ça serait peut-être difficile de joindre un nouveau membre, voire deux nouveaux membres, vu que ce sont les demandes, à ce Conseil de sécurité. D'accord. Alors, on va parler d'un autre organe des Nations Unies qui est l'UNESCO. L'UNESCO, où l'Afrique a du mal à s'imposer, si je peux le dire comme ça. Le dernier directeur général africain, c'était le Sénégalais Amadou Makhtar Diombo. Et il y avait, pour cette année, c'était ce mois en octobre. Pour le mois dernier, on a eu l'élection à la direction générale avec le candidat congolais, donc africain, Firmin-Edouard Matoko. Alors, une défaite cuisante. Oui, comment se porte la diplomatie africaine à l'UNESCO? C'est vrai que quand on regarde le résultat des votes, on a eu peu de soutien derrière le candidat congolais. Je pense qu'il faut quand même aussi reconnaître que le candidat congolais a émergé peut-être un peu tard dans le processus. Oui, mais quand même, on peut dire qu'il a eu une voix. C'est vrai. Il a eu une voix. Oui. Et donc, cette voix, c'était le Congo, et l'autre voix, ce serait le Nigeria, le Vietnam. C'est ça, donc c'est vrai qu'on a eu peu de voix. On a aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'on a aujourd'hui un directeur général à l'UNESCO qui vient d'Égypte, donc qui reste quand même sur le continent africain. L'Égypte aussi qui est souvent dans la liste des pays qui pourraient rejoindre le Conseil de sécurité. Donc peut-être pour éviter la logique de savoir quel pays africain entre l'Afrique noire et l'Afrique du Nord, finalement, le siège de l'UNESCO est revenu à un pays du Sud, donc à l'Égypte. Et c'est peut-être dans cette logique finalement un peu macro, si je pourrais dire, de voir que tant qu'il y a un pays africain dans une organisation internationale, ça veut dire que toute l'Afrique a un pied et est représentée dans cette organisation internationale. Ouais. Et comment Donald Trump perçoit-il aujourd'hui le rôle de l'Afrique dans les affaires mondiales? Alors, si je peux même d'ailleurs reboucler avec l'UNESCO, l'arrivée en fait d'un nouveau directeur général en cette période trouble de l'UNESCO, c'est aussi le départ des États-Unis. Les États-Unis étaient revenus à l'UNESCO sous le mandat de Joe Biden. Finalement, cela a été éphémère. De courte durée. Donald Trump ça n'arrange pas les affaires. Ça n'arrange pas les affaires. Donald Trump avait déjà poussé les Américains à partir lors de son premier mandat. Finalement, ils repartent de nouveau. Donc on voit bien que l'UNESCO, comme les Nations Unies, sont affaiblis par ce repli américain sur leur politique, on peut dire, interne. Mais dans sa volonté de repli, le véritable danger, c'est finalement que, comme on le dit, la matière a horreur du vide. Ce qui veut dire que quand les Américains se replient, quand par exemple on parle du retrait de la France au Mali, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs, c'est l'arrivée de la Russie, c'est l'arrivée de la Chine, et on est quand même dans un monde globalisé où la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient sont finalement le conflit de tous aujourd'hui, même pour des pays qui ne sont pas impliqués dans ce conflit. Et la Russie, en ayant une
présence plus grande en Afrique, en ayant une présence plus grande par le retrait de la France, par le retrait des États-Unis, joue aussi un jeu d'influence parmi les pays africains. Donc on voit bien que finalement le retrait américain profite à une arrivée plus grande de certains autres acteurs. D'autres acteurs. Alors, en début d'émission, vous avez dit que Donald Trump n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Et qu'est-ce que cette absence révèle dans la diplomatie américaine? Est-ce que c'est un message que Donald Trump veut faire passer aux pays africains? Ah, mais c'est un message qui est apparent. Quel est ce message? Que l'Afrique, finalement, n'est pas la priorité du président américain. L'Afrique n'est pas la priorité du président américain. On a un président qui se replie sur le plan international, un président qui, finalement, décide peut-être qui sont ses alliés et ses adversaires. Et dans ce repli, c'est un repli économique avec les droits de douane, c'est un repli, je pourrais même dire, culturel, touristique. On parle de l'Afrique, mais même l'allié le plus proche des États-Unis, le Canada, n'est plus en odeur de sainteté auprès de Washington. Donc on voit bien que ce repli finalement est dommageable pour l'ensemble des alliés américains, mais pour l'Afrique, c'est quand même dommageable pour un président américain qui, lui, n'a pas encore mis les pieds au pays, ne serait-ce sur le continent, ne serait-ce que par exemple au Kenya ou à Nairobi, vraiment dans l'Afrique même. Qui devient un pôle diplomatique. C'est ça. Important. On a vraiment ce basculement. Est-ce que c'est une chance pour l'Union européenne de se repositionner en Afrique? C'est une chance pour l'Union européenne. Parce qu'il y a un sommet qui se prépare là, à Luanda. C'est ça. Et d'ailleurs, si je peux faire un parallèle, on a bien vu que lorsque Donald Trump a lancé cette offensive douanière à l'encontre des pays du monde, on a eu un rapprochement entre l'Union européenne et la Chine. Et on a eu un sommet début juillet d'ailleurs qui a relancé les relations entre les deux pôles. Donc on voit bien que dans cette période d'instabilité, chaque pays, chaque fédération, chaque union repense à sa stratégie commerciale, repense à sa stratégie politique pour renouer avec d'anciens alliés, d'anciens parfois même adversaires. Et finalement, Donald Trump, par sa politique offensive, a un peu reconfiguré les relations internationales. D'accord. Alors, le travel ban et les taxes douanières, nous en avons discuté. Taxes douanières, c'est vraiment un frein, c'est une barrière. C'est une barrière à la coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Et donc, ce qui me permet de parler des relations Afrique-États-Unis. Donc, il y a un programme américain, vous allez m'en dire, Prosper Africa ou le US Africa Leaders Summit. Est-ce que ce programme a eu un impact réel sur la gouvernance mondiale sur l'Afrique? Alors, il faut d'abord se rappeler que ce programme avait été mis sous l'administration Obama et a été finalement renouvelé par Joe Biden lors de son mandat. C'est d'ailleurs dans ce cadre que Joe Biden s'était rendu en Afrique et avait envoyé la première dame Jill Biden et également la vice-présidente Kamala Harris. Et ce programme, en fait, visait et arrivait à une période charnière de l'Afrique. Il faut se rappeler qu'en 2024, on avait enregistré un record d'élections sur le continent africain. Et dans cet objectif, finalement, peut-être de transition démocratique pacifiée, Joe Biden avait encouragé les pays africains à s'inscrire dans le respect de l'état de droit, dans le respect finalement de la transition du pouvoir, et également renforcer les relations entre États-Unis et pays africains. Donc on voit bien que ce programme arrivait dans une période cruciale. Elle arrive dans une période où la France s'est retirée du Mali. Elle arrive dans une période où la Russie et la Chine ont renforcé leur implantation sur le continent africain. Et donc Joe Biden, finalement, on peut dire dans ce duel entre les deux blocs de l'Ouest et le bloc de l'Est, arrivait sur le continent africain pour, on peut dire, agir comme un tampon ou alors pour marquer une présence occidentale et donc américaine sur le continent africain. Et il y a quand même peu de chances que ce programme soit suivi peu de chance avec par le président Donald Trump. Alors comment faire pour intéresser Donald Trump? Avec Donald Trump... Respect des constitutions Il faut tout. Avec Donald Trump, on l'a vu en fait lors de la visite du président sud-africain à la Maison-Blanche. Il faut souvent un peu plaire au roi. C'est souvent un peu un jeu de cours pour lequel on ne doit pas
on ne doit pas comment dire, déplaire au président américain pour pouvoir sauver un accord économique ou sauver tel ou tel partenariat entre deux pays. L'Union européenne et même Volodymyr Zelensky joue ce jeu avec le président américain. En voulant, un jeu qui n'est pas facile. Hein. Voilà, le président américain n'est pas toujours facile et du coup, souvent les présidents jouent le jeu pour sauver la relation en fait, entre deux pays qui finalement dépasse Donald Trump et le seul personnage du président américain. D'accord. Et où se situerait l'Afrique entre les États-Unis, la Russie, la Chine et les autres puissances, par exemple, les BRICS? Alors c'est assez complexe. Je vais prendre par exemple du coup le cas de l'Afrique du Sud. Ouais. Comme vous avez mentionné les BRICS. L'Afrique du Sud, c'est l'un des membres, et le membre, on peut dire africain des BRICS, qui a toujours été candidat pour intégrer le Conseil de sécurité, mais qui est également proche de la Russie et qui a également des intérêts avec les Américains. Donc on voit bien que dépendant, selon le pays, on a une relation complexe avec les Américains, la Russie et la Chine. Il faut aussi voir que l'Afrique n'est pas un monolithe. On a quand même d'autres pays qui ont d'autres axes de développement à l'international. On peut aller dans le domaine du sport. Au Sénégal, par exemple, on a l'année prochaine les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc c'est la première fois qu'on va avoir de tels jeux d'une telle ampleur sur le continent africain. Ça doit appeler finalement les pays africains à organiser vraiment des éditions des Jeux d'été sur le continent. Ouais. Et de l'autre côté, en 2030, on va avoir également une Coupe du Monde de football co-organisée avec le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Et encore une fois, si on doit se rappeler la performance du Maroc aux derniers Jeux, qui sont arrivés en quart de finale, on voit bien qu'il y a quand même d'autres axes de développement diplomatique par le sport, par la culture, dans lesquels les pays peuvent émerger. Justement, est-ce que l'Afrique arrive là à un tournant diplomatique avec le sport et la culture? En fait, pour prendre l'exemple des Nations Unies, par exemple, il faut savoir que l'idée d'un déménagement des sièges d'agences onusiennes vers l'Afrique s'explique aussi par des coûts et par une politique budgétaire des Nations Unies de réduire les coûts liés aussi au retrait des États-Unis. Donc on voit bien que à la fois, il y a une volonté des Africains d'être plus présents, mais à la fois, on a aussi une organisation qui semble dos au mur et qui n'a pas le choix que de déménager. Donc, dans ce tournant, il faut à la fois que les Africains puissent saisir l'opportunité qui est offerte de prendre un rôle plus large dans la scène diplomatique, mais également, comme vous l'avez dit en début d'émission, l'Afrique ne doit pas simplement être dans une position attentiste et attendre que finalement on peut dire, des éléments se mettent en branle pour que ce déménagement puisse être possible. D'accord. Là, on a eu sur le plan du sport, le Sénégal et le Maroc qui ont poussé et qui portent des projets porteurs pour l'Afrique. Mais ça doit aussi on doit aussi aller beaucoup plus loin. On doit vraiment avoir des Jeux Olympiques. On doit vraiment avoir une Coupe du Monde portée par un seul pays africain. Et aujourd'hui, Nairobi, donc le Kenya et l'Afrique, doit également devenir le troisième pôle de la diplomatie globale. Le troisième pôle de la diplomatie globale. Alors, que dire justement du retour massif des afro-descendants vers la terre-mère? Là, on vient de voir Mike Tyson qui a fait un ADN, qui se dit congolais et qui a fait un séjour en République démocratique du Congo. Est-ce que cela aussi est un élément important pour la puissance et le pouvoir diplomatique de l'Afrique? C'est sûr, et d'ailleurs je pense que c'est de plus en plus d'Américains reviennent. C'est de plus en plus d'Américains reviennent en Afrique. Et ils ont des terres, des terres, notamment au Cameroun. On leur offre même souvent des postes, on peut dire, d'ambassadeurs de charité. On leur offre des postes d'ambassadeurs. Donc il y a quand même un pouvoir culturel que les Africains peuvent utiliser et qui n'est pas présent dans d'autres pays. D'accord. Je parlais du sport, maintenant on a la culture avec bien sûr ces initiatives qui sont souvent portées par le Ghana, par le Cameroun, par le Congo. On voit bien que, en plus d'attirer les organisations internationales, on peut attirer une population immigrée africaine, afro-américaine, je veux dire. On peut également attirer une population dans le domaine du sport. Et maintenant, tout ce qui reste peut-être, c'est aussi l'économie.
Oui. On doit vraiment attirer des acteurs, attirer des... Ils arrivent justement avec des projets économiques. C'est ça, ils arrivent avec des projets économiques. Mais sur pour le le plan moment, culturel et c'est vrai que ce sont sportif. des personnalités. Il faudra aussi attirer davantage de grands groupes. On a pour la plupart déjà des grands groupes, enfin pour l'Afrique francophone que je connais, on a déjà des grands groupes français présents dans ces pays d'Afrique. Mais je pense qu'il y a encore une opportunité d'attirer des grands groupes américains, des grands groupes qui sont déjà là, chinois, européens, sur le continent africain, et ne pas se limiter simplement à la culture, à la diplomatie, au sport, et être vraiment un hub pour l'ensemble des sphères de l'économie, de la politique et de la culture mondiale. De la culture mondiale. Et donc l'Union africaine a obtenu un siège au G20. Est-ce que c'est un signal fort ou un pouvoir réel? Je pense qu'il faut quand même se féliciter de cette évolution. L'Union africaine ne serait toujours pas au G20, on serait encore à se plaindre. Et maintenant qu'on a... C'est un pouvoir réel. Voilà, c'est un pouvoir réel. Au-delà du symbole... Ça se manifeste par quoi, ce pouvoir réel? Alors, il est encore trop tôt pour le dire et il faut quand même voir que c'est vrai que c'est le G20 et peut-être que certains espéraient une évolution vers la composition du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Mais l'Union africaine au G20, c'est aussi une porte qui a été ouverte pour comprendre que les relations internationales sont en train d'être changées. Dans l'Union africaine, on a l'Afrique du Sud, donc on a aussi la voix des BRICS qui sont entendues. Et dans l'inclusion de l'Union africaine, c'est quand même un système hérité depuis 1945 qui est aussi en train d'évoluer. Alors, on va parler des perspectives et des enjeux futurs de l'Afrique, parce qu'on arrive au terme de notre émission. Alors, quel scénario possible selon vous pour l'Afrique d'ici 2030, par rapport à ce que je vous avais posé comme question? Est-ce que vous voyez une Afrique alignée sur un bloc occidental asiatique ou une Afrique plutôt indépendante, troisième voie du XXIe siècle? Je pense que l'Afrique va finalement suivre la tradition qui a été héritée de 45 et de 60, d'être non alignée. Même dans le bloc occidental, quand on regarde les relations entre la France et les États-Unis, De Gaulle lui-même, en 1945, disait déjà que la France était alliée des États-Unis, mais non alignée. Donc on voit bien que même au sein de ce bloc-là, on n'a pas toujours un alignement total. La Russie et la Chine sont alliées, mais ne sont pas toujours alignées. La Chine est souvent très discrète sur des conflits. Très discrète sur le conflit au Moyen-Orient, très discrète sur le conflit en Ukraine, même si on sait très bien qu'elle est derrière la Russie. Donc on voit bien que l'Afrique, en fonction des sujets, en fonction des thématiques, mais aussi en fonction des pays. Je pense que le profil du Sénégal n'est pas le même que le profil de l'Afrique du Sud. En fonction des pays, on aura quand même un bloc africain, si je peux dire, qui sera non aligné et qui pourra, en étant au G20, en étant peut-être un jour au Conseil de sécurité de l'ONU, jouer sa propre partition. D'accord. Et qu'est-ce que les États-Unis pourraient apporter dans ce changement de posture, puisqu'on parle des États-Unis? Alors, quand on compare les postures de Joe Biden et de Donald Trump, pour l'Afrique, je pense qu'il faut espérer que d'ici 2028-2032, on ait un président qui soit plus favorable à une coopération américano-africaine qu'à un conflit sur le plan du voyage, sur le plan culturel, sur le plan économique, comme on l'a aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Malcolm Biga. Merci beaucoup. C'est la fin de notre édition. Merci pour cet éclairage sur les relations Afrique-États-Unis. Et donc je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis et vous êtes également chroniqueur politique au Nouvel Économiste. Alors je vous dis encore une fois merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis au revoir, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis Carmen Févillier, évidemment, j'étais ravie de vous présenter cette émission. Je vous dis à très bientôt, à mardi prochain, 18h, 20h GMT. Au revoir.